Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la dernière étape du Tour de Romandie. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui, top flop, comme d'habitude, du côté de cette étape, comme on l'a vu depuis toute la semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Short TikTok juste après l'arrivée des grandes compétitions, notamment la Vuelta féminine la semaine prochaine, et puis le Giro, surtout, qui commence à partir de samedi. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus elle est mise en avant par YouTube. Cette vidéo, bien entendu. Beaucoup d'attaques dans le final de cette étape sur le Tour de Romandie, dernière étape, dans des conditions pluvieuses, j'ai envie de dire dans des conditions habituelles sur un Tour de Romandie, pardon, j'en ai perdu mon stylo, mais c'est vrai que c'est des choses que l'on voit régulièrement sur le Tour de Romandie. Il fait rarement beau fin avril en Suisse. Bon, cette année il fait pas beau fin avril également en France. Et on a eu bien pas mal d'attaques, surtout que l'échappée n'a jamais eu beaucoup d'avance. À 70 km de l'arrivée, il y avait déjà qu'une minute 50. Échappée, on avait notamment Rémi Cavagna, qui a un début de saison compliqué. Rémi Cavagna, des problèmes avec son vélo de chrono, des problèmes gérés avec son matériel, hein, globalement. Il n'arrive pas à s'adapter à son matériel, aux spécifications de son matériel. Chaque marque a un peu des avantages et des inconvénients, j'ai envie de dire, c'est comme les voitures, chaque marque, chaque équipe a des petits trucs, et puis des petits avantages, et puis des petits défauts. Bah, c'est pareil du côté des vélos. Et Cavagna n'arrive pas à se faire, en fait, au matériel. C'est vrai qu'il est resté pendant longtemps chez Specialized. Là, il passe chez Pinarello. Pour le moment, c'est difficile. C'est difficile pour Cavagna. Il galère, tout simplement. Et c'est vrai qu'il doit regretter peut-être d'avoir fait ce choix-là sur une année olympique, parce que pour le moment, je pense qu'il faut mieux prendre un Kevin Vauquelin pour les Jeux Olympiques du côté du contre-la-montre qu'un Rémi Cavagna. On a eu des attaques dans le final, notamment Lipovic qui a tenté, parce que Carlos Rodriguez était un peu seul. C'est vrai qu'hier, Ineos avait beaucoup roulé. Il y a un moment, il y a notamment une chute dans un virage. On était à une trentaine de kilomètres de l'arrivée et des coureurs sont tombés, et notamment des coureurs Ineos. À un moment, il y avait pas mal de coureurs Ineos qui étaient dans une sorte de deuxième groupe. Et donc, il s'est retrouvé un petit peu seul. Heureusement, il était avec Bernal, qui a été son ange gardien pendant toute cette semaine. Et donc on a eu un sprint dans le final, dans un final qui n'était pas très dangereux. C'est vrai que moi je regardais sur la chaîne L'équipe, vous aviez Pierre Roland qui disait « Oh là, vous allez voir, c'est peut-être un petit peu tortueux. » Non, ça allait. Les routes étaient larges, donc on peut avoir des virages quand on a des routes larges, c'est pas hyper dangereux. Et dans le dernier virage, ça a été viril mais correct entre Venturini et Godon. Et à la relance, Godon qui a dépassé Venturini, qui a complètement explosé ensuite et qui a réussi à s'imposer pour sa deuxième victoire en World Tour et sa deuxième victoire sur cette semaine du côté du Tour de Romandie. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! On regarde tout de suite les coureurs top avec Dorian Godon. Deuxième victoire sur un sprint. Il a été dominateur sur les deux sprints de ce Tour de Romandie. Il n'y a pas eu vraiment d'opposition face à Dorian Godon. Il n'y a pas eu vraiment d'adversité. Là, il s'est fait un peu chahuté par Clément Venturini. Quand je disais c'était viril, parce qu'il y a le petit coup de qui était sorti quand même. Mais ça ne l'a pas déstabilisé. Puis ça l'a peut-être même aidé, parce que s'il était passé en première position au niveau du virage, peut-être qu'il aurait vraiment souffert dans les 75 derniers mètres de son sprint, parce que ça faisait faire quand même un sprint quasiment de 300 mètres. Et en fait, en se remettant derrière dans la roue de Venturini, je pense qu'il a pris un petit peu l'aspiration de Venturini sur les 50-75 premiers mètres avant de le déboîter. Et puis ensuite, il y avait, on voit Consoni, il essaye, Consoni il lance son sprint et puis ensuite il se rassoit. Consoni, c'est quand même un mec qui est plutôt sprinter. Donc ça montre aussi que Dorian Godon, sur la vitesse au sprint, c'est vraiment pas mal. Ça commence à nous intéresser pour les Jeux Olympiques. On est au mois d'avril. Les Jeux Olympiques, c'est fin juillet, début août, je ne sais plus, la course en ligne. On peut se poser des questions quand même sur un Dorian Godon. Parce que potentiellement, un Dorian Godon, aujourd'hui,
Je vous avais dit, il y a 2 coureurs pour moi qui étaient au-dessus. Pour moi, c'était Madouas et Laporte. Bon, faudra voir avec Christophe Laporte sur le Giro, mais s'il tient la route sur le Giro, je pense que Laporte est notre meilleure carte. Madouas, sur les classiques, ça n'a pas été si fantastique que ça. Malgré tout, Madouas, dans un peloton de 80 coureurs, il sera moins embêté pour frotter. Donc je pars de ce principe-là. Vauquelin, je pense que à la fois contre la montre, course en ligne, c'est avantageux de l'avoir. Mais pour moi, il reste toujours le 4e homme. Dorian Godon en 4e homme, pour lancer en plus un Christophe Laporte en cas de sprint. Je pense que c'est une carte qu'il faut tenter, qu'il faut jouer, Dorian Godon. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, oui, quand on voit son début de saison, c'est solide. C'est lui, Axel Laurence aussi, parmi les coureurs. Mais j'ai peur qu'Axel Laurence, ça soit encore une chouille tendre. Alors qu'on voit que Godon, ça tient quand même pas mal sur les classiques. Parce qu'il faut aussi des coureurs qui tiennent 280 km. Hein. Ça, c'est aussi la particularité. Il y a Julien Alaphilippe. Il faudra voir ce qu'il donne sur le Giro. Hein. Julien, ça, c'est la grande interrogation. Mais pour moi, Dorian Godon, aujourd'hui, c'est mieux que Julien Alaphilippe sur un parcours comme on aura au championnat du monde. Donc je prendrais plutôt Dorian Godon, quitte à prendre en remplaçant Julien Alaphilippe. Quand même de me garder sous le coude Julien Alaphilippe, si on voit que Madouas n'est pas au top de sa condition physique, voilà, d'avoir en réserviste un Julien Alaphilippe, parce que c'est sûr que Julien Alaphilippe sur 280 km, on sait qu'il va tenir le kilométrage. Mais moi je prendrais ça et je prendrais Vauquelin pour le chrono. Parce que je pense qu'aujourd'hui, sur ce type de parcours-là, il peut nous aider, Kevin Vauquelin. Il a aussi un punch, une vitesse. Et en même temps, il est bon sur le chrono. Donc je prendrais cette opportunité-là. Donc d'avoir Vauquelin. Et puis d'avoir Godon, Madouas aujourd'hui et Laporte. Mais encore une fois, on est... fin avril, il faudra voir le Giro. Je pense que le Giro nous donnera des indications, notamment du côté de Laporte, notamment du côté de Alaphilippe aussi, pour voir où sont les états de forme et où sont les conditions physiques. Mais pour moi, Dorian Godon en ce moment, c'est du solide. Hein. C'est vraiment du solide. Et on voit que sur ce type de parcours, là, 1600 mètres, 2000 mètres, 2500 mètres de dénivelé positif, c'est un coureur qui s'en sort très très bien dans ce genre de situation. Bonne dynamique aussi, bonne performance. Alors le problème, ça va être la gestion mentale aussi, hein, parce que l'équipe de France aux Jeux Olympiques, elle est à domicile. Donc forcément, vous allez avoir tous les supporters sur le parcours qui vous attendront. C'est pas la même chose que quand on n'est pas attendu. Hein. Là, en Romandie, Dorian Godon... on va dire que c'était plutôt calme, les supporters autour de Dorian Godon. Là, ça peut être un peu plus costaud et c'est plus difficile à gérer. L'aspect mental va être important aussi à prendre en compte sur ces Jeux Olympiques. À domicile, c'est pas évident. C'est la chance d'une vie. Parfois, on peut se rater quand c'est la chance d'une vie. On peut parfois devenir exceptionnel avec la force des spectateurs et puis deux fois, ça peut être une pression et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Deuxième coureur top. J'ai mis quand même Aramburu sur cette semaine. Je trouve que c'est intéressant. Moi, c'est surtout que je trouve que sur son sprint, il part de tellement loin. En fait, il fait un beau sprint, mais il part de loin. Je pense que du côté de la Movistar, on n'a pas assez cru en lui. Vous savez, je me dis qu'aujourd'hui, un Rémi Cavagna aurait peut-être pu faire le boulot d'équipier. Après, le problème d'un Rémi Cavagna, c'est qu'il est tellement en manque de confiance. Il est perdu, Cavagna. Hein. Quand vous entendez son interview sur la chaîne L'Équipe, ou dans la presse écrite aussi, il a fait quelques interviews depuis le début de saison, tu as l'impression quand même que c'est vraiment le coureur qui est perdu. J'ai l'impression que Cavagna, c'est un peu comme Mercedes en F1 en ce moment. Ils sont perdus, ils savent pas où aller, ils savent pas quoi faire. C'est complètement perdu. Ou Quartararo en moto également, c'est un peu pareil. On a du mal à trouver le bout du tunnel. Ou Honda en MotoGP. Et Aramburu et Cavagna, c'est comme ça. Donc c'est vrai qu'est-ce qu'il aurait eu un impact vraiment dans le final pour aider Aramburu, c'est pas si sûr parce que quand vous êtes en manque de confiance, parfois vous faites des erreurs également sur le vélo. Vous voulez trop en faire et parfois c'est plus négatif que positif.
Mais du côté de cette semaine, c'est vrai que Aramburu, bon là aujourd'hui il fait 5, hier, sur l'étape au sprint il avait fait 4. C'est quand même un exercice où il s'en sort plutôt pas trop mal. Non, il avait peut-être fait plus loin sur la première étape, je suis en train de me dire Aramburu. Là aujourd'hui je pense qu'il manquait un petit peu de dénivelé. Aramburu les meilleurs à partir de 1200-2300 mètres. C'était presque un peu plat avec ses 1600 mètres de dénivelé positif. Surtout que la côte n'a pas vraiment créé de gros écarts, même si on est monté rapidement sur le dernier passage dans cette montée, avec notamment Lipovitz. Ça n'a pas été suffisamment dur, je pense, il n'y avait pas assez de pourcentage pour vraiment créer des écarts éphémères à certains coureurs. Mais dommage, voilà, du côté d'Aramburu, c'est qu'il était un peu seul sur cette semaine. Alors, il partageait aussi le leadership avec Enric Mas. Il a peut-être bossé aussi pour Enric Mas, pour protéger Enric Mas. C'est dommage du côté de Alex Aramburu qu'on n'ait pas cru plus en lui avec Rémi Cavagna sur cette journée. En passant de Rémi Cavagna, c'est vrai que sur le vélo, j'avais l'impression quand même qu'il n'était pas... on voit que sur son vélo de route, il n'est pas parfaitement positionné. Alors j'ai plus le souvenir complètement de comment il était sur un vélo avec Quick-Step, mais j'ai l'impression quand même que le coup de pédale n'est pas très fluide sur tout ça. J'ai l'impression d'un coup de pédale un peu heurté. Donc c'est peut-être une position sur le vélo qui n'est pas idéale, mais dans ce cas-là, quand vous êtes coureur cycliste, il y a on va dire, il y a les données que vous donne le constructeur, les données de soufflerie, les données de posture. Et puis il faut aussi faire avec son ressenti. Il faut le dire à un moment, ça va pas. Alors est-ce qu'on lui laisse du côté de Movistar, est-ce qu'on lui laisse dire un petit peu son avis, ou est-ce qu'on lui dit t'as un contrat, t'as signé un contrat, tu fermes ta gueule? Peut-être le cas aussi, hein. Mais c'est vrai que du côté de Cavagna, pour le moment, c'est compliqué. Puis je termine avec Consoni. C'est bien aujourd'hui pour Consoni. Il n'avait pas fait le sprint à la place de Thibaut Nice du côté du Tour de Romandie. Mais là, il a décidé de faire le sprint. Face à Godon, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. On voit, il tente, il lance son sprint et puis ensuite il se rassoit. Parce que Godon, il part de tellement loin que Consoni n'arrive pas à suivre. Surtout que Consoni, il est à 2-3 mètres à la relance. Donc il faut déjà qu'il arrive à revenir dans le sillage de Godon et ensuite à mettre son sprint en route. Donc ça a été trop compliqué pour Consoni. Mais c'est quand même intéressant, avant le Giro, de faire un petit sprint, de se tester. Il aura un rôle important. Poisson pilote de Jonathan Milan. Lidl Trek mise quand même beaucoup sur Milan sur ce prochain Giro. Donc c'est vrai que pour Consoni... se tester sur cette semaine, sur cette journée, était intéressant de voir où il en était au niveau de la forme. C'est une deuxième place qui est intéressante. Début de saison qui est même pas mauvais pour Consoni. Quand on regarde un petit peu au niveau des résultats, il y a quand même déjà pas mal de top 10, pas encore qu'est Poisson Pilote, pas mal de top 10. Et pour encore aussi qui a rejoint la Lidl Trek. 4e d'une étape sur l'UAE Tour, 5e et 3e de 2 étapes sur le Tour de la Communauté de Valence, 5e de Nocureux, 4e de la Corsaille Classique, 5e de la Bruges de Panne sur cette semaine-là. Donc ensuite il a fait une pause pendant un mois avant d'arriver sur ce Tour de Romandie. Donc c'est plutôt pas mal, on rajoute cette deuxième place. Et donc le Giro désormais autour de Jonathan Milan pour Simone Consoni. Ce sera son 6e Giro. Voilà, Simone Consoni qui a fait le Giro depuis 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Voilà, pour Simone Consoni. C'était pas son premier grand tour. Son premier grand tour, c'était la Volta en 2018. À l'époque, il était chez UAE en 2018 et 2019 avant de rejoindre la Cofidis, coureur qui a commencé du côté de la Colpac. À l'époque où la Colpac n'était pas une équipe professionnelle. Il y avait notamment Filippo Ganna dans cette équipe, Nicolas Dallavalle aussi, Simone Bevilacqua aussi, Edouard Ravazzi dans cette formation, et Attilo Viviani, Enrico Zamoncello. Pas mal de monde dans cette équipe cette année-là. Masnada aussi qui était là. Et Marc Padoun. Voilà. Il y avait quand même du beau monde. Quelques-uns qui ont eu des belles victoires chez les professionnels et qui ont commencé du côté de la team Colpac Balan. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne.
On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Je commence avec Clément Venturini. Bah oui, pas facile, hein. Mais Venturini, sa carrière chez les professionnels, je trouve, est quand même assez énigmatique. C'est un coureur qui était quand même assez prometteur dans ses jeunes années, sur un profil plutôt sprinter. Venturini, sprinter qui passait sprinter puncher, mais quand même avec des qualités au sprint. Aujourd'hui, Venturini, quand tu vois le sprint aujourd'hui, tu te dis, bah c'est pas ça, hein. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'il commence son sprint, il finit 7e ou 8e. L'opposition sur ce tour de Romandie du côté du sprint n'est quand même pas exceptionnelle. Donc il y a un vrai problème du côté de Venturini. Aujourd'hui, il n'est plus en capacité d'aller faire des sprints de haut niveau. Même en Coupe de France, ça aurait été compliqué, vu le sprint qu'il a réalisé aujourd'hui. Il est quand même en première position. Alors, je me dis que c'était pas la place idéale parce que je pense que c'était un peu loin. Il explose complètement, mais il explose à 150 mètres de l'arrivée. Il a dû faire même pas 200 mètres de sprint, Venturini. Pourtant, c'est un coureur qui vient du cyclocross. Donc, on pourrait dire coureur qui vient du cyclocross, il y a des velléités quand même à aller loin dans la difficulté d'effort. Sauf qu'aujourd'hui, Venturini, il fait 5-6 cyclocross de haut niveau max. C'est quand même ça aussi qui est terrible. C'est à la fois Venturini sur la route, c'est pas ça, et à la fois sur le cyclocross, c'est un coureur qui n'en pratique pas suffisamment pour avoir des résultats. On pourrait même se demander pourquoi il n'en pratique pas plus, Venturini. Pourquoi il ne fait pas une saison complète aujourd'hui sur le cyclocross, parce que je pense qu'il y a des structures belges qui pourraient être intéressées d'accueillir Venturini. Mais pour moi, c'est une carrière qui est assez énigmatique, Venturini, parce que c'est un coureur qui aujourd'hui il fait 7, mais sur un sprint derrière Thibaut Nys, sauf que Thibaut Nys ne fait pas vraiment le sprint aujourd'hui. C'est-à-dire quand on voit son palmarès aujourd'hui à 30 ans, il est un peu tristoun, hein, parce qu'aujourd'hui il a 4 victoires chez les pros. Donc c'est une étape de la route d'Occitanie, le classement général des 4 jours de Dunkerque en 2017, la route d'Occitanie c'était en 2018. Une étape de l'Alpe Isère Tour en 2014 et puis voilà quoi, et 6 fois champion de France de cyclocross, mais avec une opposition en France, hein, le cyclocross c'est quand même pas notre spécialité, et cette année il fait Benidorm, il fait les championnats du monde, il fait Ougar 2 et il fait une World Cup à Ulst également, et Zonhoven. Alors il a fait 15 cyclocross, il y a quand même des cyclocross de classe 2, on va dire ça comme ça, plus le championnat de France qui est pas non plus parce que cette année au championnat de France il bat Doubet, je crois. C'était Doubet? Non, c'était Joshua Dubeau, Théo Thomas, Fabien Doubet, David Menu. Voilà. Sachant qu'en France, le cyclocross, ça n'a jamais été une grande spécialité. Par exemple, il y a toujours Arnold Janson, hein, qui arrive à faire top 15 des championnats de France du cyclocross. Bon, je rappelle que Arnold Janson, depuis quelques années quand même, qu'il a arrêté sa carrière du côté de la route. Il a arrêté en 2017. Hein. C'est quand même assez exceptionnel, hein, de voir que un coureur comme ça est toujours en capacité de faire des résultats sur le cyclocross. Donc oui, quand on fait champion de France du côté du cyclocross en France, c'est pas forcément exceptionnel. Et Venturini, oui, quand on regarde ses résultats sur la route cette année, sur le Région Pays de la Loire Tour, il fait 3e de l'étape du Gazonfier. 2e de Paris-Camembert, 5e de la route Orangelle, mais aujourd'hui, à part sur les Coupes de France, sur les autres grosses courses, c'est compliqué. Là, je regarde, Tour de Wallonie, on est sur du niveau Pro Series, Boucle de la Mayenne Pro Series, sinon c'est de la Coupe de France. Sur les épreuves avec haute densité internationale, aujourd'hui, il n'est plus en capacité d'obtenir des résultats. Ça, c'est la vérité. Alors que quand il était jeune, vainqueur des 4 jours de Dunkerque, 3e des boucles de la Mayenne, la même année, vainqueur d'une étape sur l'Österreich Rundfahrt, sur le Tour d'Autriche. Si on regarde 2019,
Même sur la Vuelta, il prend une 5e place à Oviedo, chez Fernando Alonso. Ouais, il était capable d'obtenir des résultats sur des courses, même à Oman par exemple, à l'Étoile de Bessèges. Aujourd'hui, il n'est plus en capacité sur ces épreuves-là d'aller obtenir des résultats, encore moins en World Tour. Donc c'est quand même bien décevant. Coureur qui est professionnel depuis 2013. Donc ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'il est chez les professionnels, depuis août 2013. Et certes, des derniers temps, en termes de résultats, c'est pas ça. Là, on voit, il va faire le Grand Prix du Morbihan, Tour du Finistère, boucle de l'Aulne. Autant vous dire qu'il risque pas de faire un grand tour cette année, où ça serait surprenant qu'il fasse la Vuelta. Il a de toute manière, qu'en 10 ans, fait que 4 grands tours dans sa carrière. Et 4 classiques. Ça montre aussi que bon, c'est quand même un coureur qui aujourd'hui n'est pas de top niveau, alors que quand il est arrivé chez Cofidis, je me souviens, c'était un coureur qui était très prometteur dans ses premières années chez AG2R aussi. Puis bon, maintenant il a un peu disparu, hein, très clairement il faut le dire. Il a un peu disparu. Il a du mal à faire des bonnes saisons, à la fois sur la route et à la fois sur le cyclocross. Donc à un moment, il faudrait peut-être même qu'il choisisse que le cyclocross. De là à sacrifier un petit peu sa saison sur route pour peut-être tenter d'obtenir des résultats sur les grandes compétitions en cyclocross, parce qu'aujourd'hui il fait 10 jours à haute intensité sur le cyclocross et encore, et derrière sur la route, il n'arrive pas non plus à être performant. Donc il y a quand même un problème du côté de Clément Venturini. Je poursuis avec la Quick Step. Pourquoi Kasper Asgreen n'a pas sprinté aujourd'hui? Il fait 17ème, alors est-ce qu'il s'est complètement raté, mal placé? Non, parce qu'on n'a pas vu forcément d'attaque de Julien Alaphilippe, donc je me disais, on va miser sur Kasper Asgreen ou sur Julien Alaphilippe, mais bon, on nous avait dit sur la première étape qu'on misait sur Kasper Asgreen sur les sprints pour pouvoir ni Julien Alaphilippe faire un tempo pour Kasper Asgreen, ni Kasper Asgreen faire un sprint, ce qui est quand même un petit peu surprenant du côté de cette formation. Alors est-ce qu'on protégeait Ilan Van Wilder? Mais bon, à 3 km de l'arrivée, Van Wilder, surtout vu le final, parce que même à 3 km de l'arrivée, même à 10 km de l'arrivée, c'était des routes qui étaient... On était une sorte de rocade pour revenir sur Genève, enfin sur Verviers qui est dans la banlieue de Genève. Donc je pense qu'on pouvait très clairement laisser Van Wilder peut-être un peu plus seul, surtout que du côté de la Quick Step, on va pas se mentir, il n'était pas seul non plus. Van Wilder, il y avait Mastada, il y avait Cerny. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Julien Alaphilippe finit à 7 minutes aujourd'hui. Donc est-ce qu'il a vraiment pas voulu faire d'efforts en préparation du Giro? Parce que c'est vrai que le Giro est dans moins d'une semaine. Ouais, difficile à comprendre vraiment la stratégie de la Quick Step sur certaines courses. Je me dis, bon, ils ont fait les sprints pour Kasper Asgreen. Autant tenter le coup pour Asgreen. Bon, il fait 17ème. Voilà, du mal vraiment à comprendre cette formation. Depuis quelques temps, ça date pas de cette année, c'est bien ça le problème. Et ça m'attriste parce que Quick-Step c'est une équipe, moi j'ai adoré la période Boonen, j'ai adoré même avant Alaphilippe, c'est-à-dire la période Kittel aussi. J'ai adoré comment cette formation arrivait à mettre en place des sprints. Vous savez, j'aime bien les sprints, spécialité du cyclisme que j'apprécie énormément. Et cette formation a dominé le sprint pendant très longtemps, et toujours forte avec Merlier. Et de voir les stratégies et le manque de stratégie, en fait, le voir des erreurs que cette équipe fait depuis quelques années alors qu'elle ne le faisait pas avant. Encore une fois, quand je compare à chaque fois Lefebvre à Aulas, je pourrais comparer également Quick Step à Lyon. C'est-à-dire Lyon a une équipe qui a dominé le championnat de France de Ligue 1, pour ensuite se retrouver à être en grande difficulté. Bon, ça va un peu mieux là sur cette fin de saison, mais c'est quand même une équipe qui a dominé le championnat de France, pour ensuite se retrouver en grande difficulté ensuite. Quick Step, c'est un peu pareil, quoi. C'est une des équipes qui était la meilleure au monde, et aujourd'hui une équipe qui a quand même du mal à rentrer dans le top 4. Alors je sais bien qu'il y a des moyens, mais regardez ce que fait Decathlon AG2R. Voilà, les moyens sont similaires avec Quick Step, un petit peu plus d'argent. Et bon, normalement, on devrait être en capacité de faire du gros job, mais on fait des errances, on fait des erreurs. Et puis Patrick Lefebvre, il n'aide pas non plus son équipe avec ses propos dans la presse, donc c'est quand même très compliqué aujourd'hui.
je trouve, cette formation. Je trouve ça triste parce que c'est une équipe qui a été vraiment dominatrice, qui a fait du bon job, et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est à la recherche un petit peu du passé. Je trouve ça dommage. Voilà, vraiment dommage. Et puis je termine avec Menten. Semaine pas top hein, pour Menten. C'était l'un des rares sprinters qui était au départ. Bon, aujourd'hui, alors lors de la première étape, il se fait chahuter. En passant, Diane Smith n'a pas été déclassé. Parce qu'il chahute aussi un petit peu Van Dijk. Je pense qu'on a dû considérer que Diane Smith ne le faisait pas exprès de gêner Van Dijk. Et voilà, je pense que c'est ce qu'a dû décider l'UCI, mais c'était assez chaud entre les deux. Et Menten, cette semaine, oui, c'est pas fou. Du côté de la Lotto, déjà en passant, c'est pas fou hein, sur ce tour de Romandie, malgré le fait qu'il y avait Andreas Kron, 4e à Fribourg et 8e. Aujourd'hui, il était trop loin pour tenter quelque chose. Pas hyper bien amené non plus, hein, il faut le dire. Menten, sur cette étape, c'était, voilà, il s'est retrouvé seul très vite. C'est-à-dire qu'il y a un coureur qui l'emmène aux 3 km, et puis après, aux 3 km, démerde-toi. Voilà, tu boufferas du vent, et puis on verra ce que ça peut donner. Donc c'est dommage du côté de cette formation Lotto qui... si on regarde comme résultat, il y a eu Harm van Hoek, Kroon, Sepulveda, Dresners de Rent qui a abandonné aujourd'hui. Bon, le meilleur coureur c'est Van Hoek qui est 16e au général, Andreas Kroon 54, 83 pour Menten, Sepulveda 87 qui a été aussi assez transparent. L'Argentin et Van Hoek sur l'étape d'hier, il finit 14e. Voilà. Bon. Mais oui, c'était pas si dingue que ça du côté de la Lotto. Après, le mois de mai, c'est pas forcément la période préférée de la Lotto. Équipe qui ne fera pas le Giro, je dirais pas de la Lotto, hein, qui pourrait participer au Giro, mais qui décide de ne pas faire le Giro. Donc on sent que c'est toujours une période qui est difficile pour cette structure. C'est une période où voilà, ils veulent un peu se reposer. Je pense fin avril, début mai, et c'est pas toujours une période facile après les Ardennaises. Pour l'Auto Destiny. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Giro. Et puis nous, on se retrouve pour la Vuelta féminine cette semaine. Et puis il y aura le Tour d'Italie. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.